Merci. Oui, parce que bonjour à tous et à toutes, je crains de devoir augmenter les difficultés qu'a soulevé Manon avec la forme sociétaire. Euh, Vous allez voir effectivement que c'est pas sans poser de certaines difficultés. Alors on a des outils, ça c'est bien sûr, mais ce qui veut dire que c'est passionnant puisque quand on est à la recherche d'outils juridiques, c'est toujours intéressant de les étudier, mais il n'empêche que c'est pas toujours simple. Premier, deux préalables. N'oublions pas, en matière agricole, 180 000, environ 180 000 sociétés civiles, toutes formes confondues. Deuxième aspect, dans cette analyse qu'on va essayer de faire, je pense qu'il faut dissocier la notion activité photovoltaïque en deux aspects. C'est que, premier point, on va déléguer la production d'énergie à un tiers, ce qui est totalement différent. Et deuxième aspect, on va produire soi-même l'énergie, et vous allez voir que cette analyse-là, on va s'en servir dans le cas des sociétés à forme civile. Et puis, dernier petit point pour, en l'occurrence, terminer ou conclure par rapport à ce que nous a dit Manon sur l'article 88 de la loi Grenelle 2. Effectivement, c'est une rédaction que j'appellerais assez hasardeuse de ce texte. Et en plus, dans ce texte-là, il n'est jamais précisé si l'activité photovoltaïque que peut faire une société, notamment en forme civile, mais pas uniquement, notamment en forme civile, est-ce que c'est dénaturé ou non en acte civil ou c'est maintenu dans une notion d'acte de commerce. Et ça, le texte ne le précise pas. Ce qui veut donc dire qu'on suppose que ce texte-là a voulu dire que l'activité photovoltaïque réalisée par une forme sociétaire serait un accessoire de l'objet principal de la forme sociétaire. Donc on va essayer de se baser un petit peu sur cet aspect-là. Dans un premier point, il va falloir peut-être nous remettre un petit peu en tête ce qu'il en est au niveau de l'objet social des sociétés civiles. Et vous allez voir que cette notion, alors rapidement bien sûr, je ne vais pas vous faire l'injure de refaire un cours sur cet aspect-là, mais vous allez voir que finalement, n'oublions jamais que si vous voulez, l'objet social, ça va conditionner la régularité des actes qui seront réalisés par la forme sociétaire. Premier aspect. Et donc, ça va avoir plusieurs fonctions. Première fonction, c'est la notion des limites statutaires que va se donner la forme sociétaire pour réaliser des actes. Deuxième fonction, ça va en quelque sorte, d'une certaine façon, déterminer sa forme civile ou sa forme commerciale. Et je vous signale que la forme de la société dépend aussi de sa spécialité. Vous savez, le principe de la forme sociétaire est lié à la double spécialité, la spécialité statutaire et la spécialité légale. Or, en matière agricole, nous avons beaucoup de formes sociétaires avec une spécialité déterminée par la loi. Et donc, il faut bien savoir qu'il y a toujours cet aspect-là, ce qui veut donc dire que, finalement, si mon objet détermine la forme de la société, en un mot commençant, une société civile ne peut faire que des actes civils. Et on ne va pas plus loin. Troisième aspect, ça va permettre de déterminer l'étendue des pouvoirs des dirigeants sociaux qui vont en quelque sorte réaliser des actes pour le compte de la forme sociétaire. Or, attention, il faut que ces actes soient faits dans le cadre de l'objet social, mais aussi dans l'intérêt de la forme sociale, c'est-à-dire la notion d'intérêt social. Or, vous avez ces deux aspects, l'objet social et l'intérêt social, qui en quelque sorte sont communes, mais d'une certaine façon n'ont pas la même finalité. L'objet social, en l'occurrence, c'est l'activité exercée par la forme sociétaire, qui sera opposable au tiers, et l'intérêt social, c'est l'intérêt que trouve la société dans l'acte qu'elle va réaliser. C'est deux choses différentes, mais à la fois, c'est deux choses qui sont liées. Et donc, il va en découler que finalement, un gérant pourrait prendre une décision de type civil, donc conforme à la forme sociale de la société, mais qui ne serait pas dans l'intérêt de la société, et donc qui pourrait être annulé. Je vous signale, alors dans mon propos, j'ai toute une série de jurisprudences que je ne citerai pas, parce que c'est peut-être un petit peu... en plus en fonction du temps que j'ai, mais ça sera, donc il n'y a pas de souci, vous verrez toutes les jurisprudences qu'il y a. Donc il nous faut donc analyser un petit peu cet aspect-là par rapport à ces notions d'objet social et d'intérêt social. Et puis en plus, en matière agricole, il y a une deuxième chose, c'est que nous avons des sociétés civiles à objet réglementé, que sont l'ERL, activité agricole, objet agricole, le GAEC, objet agricole et on doit y travailler en commun,
le GFA et le GFR, c'est-à-dire la gestion d'immobilier à destination agricole. En matière de GFA et de GFR notamment, si on peut apporter des biens immobiliers dans le cadre du GFA, il n'empêche que ces biens immobiliers doivent conserver une identité agricole et une destination agricole. Et j'en veux pour preuve qu'effectivement, il y a eu notamment une réponse ministérielle qui a considéré que dans un GFA, les terres ne pourront pas être utilisées pour implanter des éoliennes, une réponse de 2008. Vous avez aussi une autre réponse ministérielle qui a considéré que finalement, les terres gérées par un GFA ne peuvent pas supporter des panneaux photovoltaïques. C'est une réponse de 2000. Et il y a eu une décision du tribunal administratif de Nîmes de 2010 qui a tiré les mêmes conclusions. Donc, on a ce souci que nous avons un grand nombre de sociétés civiles à objet réglementé en agriculture qui finalement sont démunies face à cette activité photovoltaïque. Je vous signale que les experts agricoles, d'ailleurs, se sont déjà émus par rapport à cet aspect-là, dans le cadre de la loi du 10 mars, me semble-t-il, 10 mars 2023. Et donc, ils se sont émus de ce problème-là au niveau des députés, en faisant valoir qu'un GFA qui finalement louerait par bail à long terme ses terres à un tiers ne pourrait pas avoir d'activité sur ces terres, il ne pourrait pas y avoir d'activité photovoltaïque d'une part, et d'autre part, sans risquer non plus de perdre leurs avantages fiscaux. Donc, il va nous falloir étudier tout cela par rapport à quoi? Au principe, on va partir du principe que cette activité photovoltaïque, que ce soit déléguer la production à un tiers ou réaliser soi-même la production, eh bien on va l'étudier en termes de dépassement de l'objet social. On va l'étudier en termes de dépassement de l'objet social. Donc, dans ce cadre-là, on va dissocier les deux éléments que je vous avais évoqués, c'est-à-dire d'une part, on délègue la production à un tiers, et deuxième aspect, où éventuellement, on va réaliser soi-même la production. Dans ce dépassement, cette notion, si vous voulez, en premier point, on va regarder ce qu'il en est si la société civile fait des actes qui correspondent à son statut, c'est-à-dire des actes civils. Je suis obligé nécessairement de dissocier entre, d'une part, les sociétés civiles de droit commun, type SCEA, des sociétés civiles réglementées, type les autres, ERL, GAEC, GFA et GFR. Et je suis obligé de prendre une autre dissociation, deux postulats différents. D'une part, la société est propriétaire des biens qui sont destinés à supporter l'activité photovoltaïque. Et deuxième aspect, la société n'est pas propriétaire des biens destinés à cette activité photovoltaïque. Dans ce premier point, c'est-à-dire la société civile de droit commun, si vous voulez, va elle-même déléguer la production à un tiers, et elle est propriétaire des biens qui sont concernés par cette activité. Si c'est une société civile de droit commun, il n'y a aucune difficulté à ce que la société civile signe des baux amphithéotiques ou des baux à construction. Aucune difficulté. Aucune difficulté. Alors bien sûr, ça ne va peut-être pas correspondre à l'objet social de la société. Il faudra aménager l'objet par une décision collective prise conformément aux modifications statutaires ou tout simplement, au préalable, faire procéder à une modification statutaire. Mais si vous voulez, il n'y a pas de difficulté. Et donc, en plus, avec ces baux un peu particuliers dont Guillaume Lauriston nous parlera cet après-midi, et donc, avec ces baux un peu particuliers, ça va fournir aux producteurs d'énergie, qui n'est pas la société civile, ça va lui fournir un droit réel. Et donc, en contrepartie, effectivement, il pourrait très bien y avoir, pourquoi pas, ce producteur d'énergie qui, titulaire de ce bail amphithéotique, éventuellement, fasse un bail agricole à la société pour l'utilisation agricole du bien qui va supporter au besoin les panneaux si c'est un bâtiment agricole. C'est tout à fait possible, sachant qu'il y a quand même un petit point, enfin tout au moins juridiquement, il y a des points à fortement étudier, c'est-à-dire le partage des responsabilités. Je vous signale que le partage des responsabilités entre deux parties qui vont porter sur un même bien, ça ne va pas être évident à mettre en place. Partage des responsabilités. Deuxième aspect, la mise en place de toute une série de servitudes. Il pourrait y avoir éventuellement dans une société civile de droit commun, pourquoi pas, une cession temporaire d'usufruit, sachant que cette cession déléguée, bien sûr, aux producteurs d'énergie, sachant que cette cession temporaire d'usufruit est limitée à 30 ans dans le cadre d'une personne morale. Il pourrait y avoir tout simplement, alors j'ai
un petit faible par rapport à cette technique juridique. Il pourrait y avoir, pourquoi pas, la création d'un droit de superficie avec une division cadastrale en volume, un état descriptif de division cadastrale en volume, en l'occurrence, qui pourrait très bien être attribué aux producteurs d'énergie pour un certain temps, parce que ce droit de superficie peut être perpétuel, pourquoi pas, ou temporaire. Il y a toute une série de possibilités. Je vous signale que cette division cadastrale en volume nécessite un état descriptif de division en volume. Il y a un ouvrage passionnant sur ce sujet par Maître Détham, je me souviens, il a tout écrit, un ouvrage sur la division en volume. Et donc, ça fournit, si vous voulez, tout simplement, on part du postulat que les articles 551 et 552 du Code civil, ça n'est qu'une présomption de propriété qui peut être combattue par une prescription ou par un titre. Ce qui veut dire que rien n'empêche de mettre, je simplifie, au même endroit une superposition de propriétaires. Donc, ça ne pose pas trop de difficultés sur cet aspect-là. En revanche, pour nos sociétés civiles réglementées, qui sont un objet spécifique agricole, si je prends les ERL et les GAEC, eh bien, on est démunis. On est démunis parce que ça ne sera pas de la possibilité du GAEC ou de l'ERL de réaliser, de signer un bail emphytéotique, tout simplement, ou un bail à construction. Donc, il va falloir utiliser d'autres pistes. Il va falloir rechercher d'autres pistes. Et donc, ces pistes, alors il y en a, pourquoi pas? Je reprends le principe, la division cadastrale en volume, pourquoi pas? Éventuellement, vous allez avoir aussi la possibilité, en l'occurrence, d'une certaine façon, il faut aller rechercher, je pense, les moyens qu'on a utilisés déjà pour les éoliennes. Et qu'est-ce que l'on faisait quand vous aviez une société, notamment des GFA et des GFR, qui avait l'intention d'implanter des éoliennes sur les terres qu'elle gérait, eh bien, on faisait des divisions cadastrales. On sortait l'éolienne pour séparer, si vous voulez, la surface de l'éolienne de la totalité de la parcelle. On sortait cette éolienne de l'actif et on attribuait, en quelque sorte, le morceau de parcelle qui allait supporter l'éolienne, on attribuait ça au besoin, la collectivité des associés. Donc, c'est tout à fait possible. Et puis, la collectivité des associés, à partir de cela, pouvait signer un bail à construction ou un bail emphytéotique au niveau donc, du constructeur de l'éolienne. Pourquoi pas utiliser ce principe-là? Alors, sauf qu'il y a quand même des précautions à prendre. Premier point, il faut bien savoir que ça n'est plus la société qui va gérer l'activité photovoltaïque. C'est la collectivité des associés qui va reprendre le bien, qui effectivement va assurer la gestion, les indemnités et les loyers. Deuxième aspect, la collectivité des associés, c'est bien, mais si vous restez en indivision, il va falloir supprimer les risques de l'indivision, les deux risques majeurs que sont l'unanimité pour des actes de disposition et la précarité. C'est facile, qu'est-ce que l'on fait? On peut très bien faire un apport indivis de ces biens-là ou de ces parcelles-là dans une autre forme sociétaire type SCI, pourquoi pas? Et après, effectivement, c'est cette SCI qui fera un bail emphytéotique ou un bail construction aux producteurs d'énergie. Personnellement, ça m'a été donné de participer à un projet pour la gestion d'un parc éolien entre 7 personnes, dont 6 agriculteurs, sauf que pour différentes raisons, ils n'ont pas choisi la forme SCI, ils ont choisi la forme SAS. Pourquoi pas? Troisième point, il y a quand même une troisième difficulté, c'est qu'il va falloir considérer que quand on va sortir les biens de la société civile, ça ne va pas nécessairement se faire en valeur comptable. On va donc générer une perte ou un profit exceptionnel suivant le cas au niveau de la société. À prendre en compte, mais enfin, là, il me semble qu'on a quelques pistes en matière de fiscalité qui sont assez utiles. Donc voilà un petit peu ce que l'on pourrait dans nos sociétés civiles réglementées. Vous voyez bien que ce n'est pas évident, on est obligé de passer dans d'autres schémas, dans d'autres montages. Parce que si jamais on ne respecte pas ces conditions, bien vous connaissez, alors rapidement bien sûr, je vais vous les citer, les conséquences. Premier point, dans les rapports avec les tiers, on risque de considérer qu'il y a la nullité de la décision. Deuxième élément, c'est qu'on peut considérer que le gérant est personnellement responsable de la décision qu'il a prise vis-à-vis des autres associés. Troisième principe, c'est dans nos sociétés civiles agricoles, vous connaissez les principes des aides européennes qui sont attribuées à des actifs agricoles. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des conséquences vis-à-vis notamment
la remise en cause de certaines aides européennes. Quatrième point, on a attention aux problèmes de mise à disposition des baux en matière agricole qui sont soumis au principe que ça ne peut être réalisé qu'au titre de société à objet principalement agricole. Et cinquième point, attention aux problèmes de GAEC, où on risque d'avoir peut-être dans certains cas, en fonction du montage, un retrait d'agrément avec comme corollaire la perte de la transparence. Deuxième élément, la société n'est pas propriétaire des biens. Si elle n'est pas propriétaire des biens, on va coincer. Pour parler clairement, on va coincer. Pourquoi? Parce que soit la société est titulaire du bail rural, soit elle n'est pas titulaire du bail rural. Dans le premier point, elle est titulaire du bail rural. Quelles sont les solutions? À mon avis, la seule solution, c'est le bailleur qui l'a. C'est lui qui a là. Donc, retirer éventuellement le bien du contenu du bail rural. Mais il n'y a pas d'autre solution. Deuxième aspect, la société n'est pas titulaire du bail. Alors, pourquoi elle n'est pas titulaire du bail? Parce que le bien en propriété auprès de l'associé a été mis à sa disposition. Dans ce cas-là, effectivement, n'oublions jamais que la société ne pourra pas elle-même signer un bail à construction ou emphytéotique puisqu'elle n'est pas propriétaire du bien. Donc là aussi, on s'aperçoit que la solution semblerait être le retrait du bien, tout au moins le retrait de la mise à disposition du bien à la société. Et dernier point, et on va rejoindre un petit peu le même principe, c'est-à-dire que la société, l'associé est locataire du bail et il a mis son bail à la disposition de la société. Et là, on s'aperçoit que c'est le bailleur qui a la réponse aux questions, parce qu'effectivement, la société n'étant pas du tout propriétaire du bien, l'associé n'étant pas propriétaire du bien, donc il va falloir trouver des solutions par l'intermédiaire du propriétaire. Deuxième aspect, on part du principe qu'effectivement, la société souhaite faire, pourquoi pas, produire elle-même l'énergie. Donc on a vu que c'était, pour le moment, en l'état actuel des textes, c'était plus un acte de commerce plutôt qu'autre chose. Et donc on va avoir la réalisation d'actes non conformes ou sans rapport avec l'objet civil de la société. Alors j'ai trois éléments, trois possibilités. L'acte est sans rapport avec l'objet, mais il est malgré tout, on peut estimer qu'il est accessoire à l'activité principale. On va essayer de dérouler la théorie de l'accessoire. Et deuxième aspect, l'acte n'est pas accessoire, mais il est, comment dirais-je, il n'est pas principal. Et puis troisième aspect, l'acte est prédominant, ou les actes sont prédominants par rapport à la forme juridique de la société. Dans le premier point, je vous rappelle que l'acte est réalisé, ou les actes de commerce sont réalisés par la société, et ça concerne, disons, ça va concerner la société au sens de l'accessoire. On va faire appel à la théorie de l'accessoire. La théorie de l'accessoire, qui s'utilise d'ailleurs pas mal dans la domanialité et même en droit du commerce, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est l'article 110-1 du Code du commerce qui précise que il y a une présomption de commercialité en précisant qu'un acte civil par nature accompli par un commerçant pour les besoins de son activité est commercial par accessoire. Bon, on va faire l'inverse. On va renverser, on va considérer, appliquer cette théorie-là au niveau de l'activité civile qui rendrait des actes de commerce accessoires, dont disqualifiés au niveau de l'élément prédominant qui serait l'objet civil de la société. D'ailleurs, le Code du commerce le précise bien, au niveau de compétence des tribunaux de commerce, au niveau des agriculteurs, c'est l'article 721-6, me semble-t-il, du Code du commerce. Et puis, il y a quelques jurisprudences en la matière qui considèrent notamment que l'activité commerciale est accessoire et possède un caractère civil et agricole parce qu'effectivement, l'activité agricole est prépondérant et donc ces actes de commerce servent à l'intérêt de l'activité agricole. Sauf que la théorie de l'accessoire, il faut remplir des conditions. Et il y a trois conditions à remplir. Dans ce qui nous intéresse, premier point, il faut que l'auteur de l'acte ne soit pas commerçant. C'est le cas, c'est bon, une société civile n'est pas commerçant. Deuxième aspect, l'activité agricole doit être prépondérante. Et l'acte concerné doit être accompli à une fin autre que spéculative. Attention. Troisième élément, c'est que l'activité accessoire doit être réalisée dans l'intérêt de l'activité principale. Dans ce qui nous intéresse, c'est donc dans l'intérêt agricole, d'une certaine façon. Et donc c'est là où ça risque de nous poser quelques difficultés, et qu'en plus, ça ne contrarie pas l'objet. C'est le principe de la contrariété de l'objet social. Ça ne contrarie pas l'objet. Dans ces cas-là,
peut-être en ayant un esprit un peu négatif, dans ces cas-là, j'ai des craintes de considérer que la production d'énergie n'est pas un acte isolé, c'est un acte continu d'une certaine façon. Il va donc falloir considérer que cette notion ça n'est pas un acte isolé, mais deuxième élément, il va falloir que j'aille rechercher quoi? Le fait que la production d'énergie serve à l'activité agricole pour retrouver le principe, ça a un intérêt pour la forme sociétaire agricole. Pourquoi pas? Pourquoi pas quand vous voyez des projets de serre, il y en a 2 à 7 km d'où je suis en ce moment. Il y a deux serres immenses d'ailleurs. Il y a très peu d'activité agricole sous la serre, mais il n'y a que des panneaux sur les serres. Ce que je veux dire, c'est que finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer, si je prends le cas de la serre agricole avec des panneaux dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer d'une certaine façon que l'activité de production énergétique apporte des éléments intéressants pour la production agricole? Moi, je ne sais pas, diminution de la chaleur, etc. Mes cours d'agronomie sont assez loin. Mais c'est un petit peu cet aspect-là, c'est-à-dire rechercher cette notion d'intérêt pour la production agricole, qui me semble être la seule piste, en l'occurrence pour faire valoir la notion d'accessoire. Parce que si on ne va pas rechercher cette notion d'accessoire, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme risque? On l'a vu, on va répéter rapidement, nullité de l'acte, action personnelle contre le gérant, sanction pour faute de gestion dans le cadre de procédures collectives. Je vous signale qu'on a considéré que la réalisation d'une opération étrangère à l'objet social était constitutive d'une faute de gestion. Un risque non négligeable en matière de protection sociale, de droit du travail, un risque de non prise en charge d'un sinistre par une compagnie d'assurance. Donc, on a intérêt quand même à cerner le problème là par rapport à cet aspect. Deuxième aspect, c'est que les actes de commerce sont accessoires, mais n'ont rien à voir avec l'objet civil de la société. Rien à voir. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la théorie de l'accessoire ne peut pas être utilisée. Dans ce cas-là, c'est clair, eh bien, on va avoir quelques difficultés. Les risques, je ne vous les évoque pas, c'est ceux qu'on vient de voir. Et par rapport à cet aspect-là, vous savez qu'on considère que quand vous allez avoir une société civile qui fait des actes de commerce, on considère qu'il y a deux sociétés. Une société commerciale, une société civile immatriculée et une société commerciale de fait pour les actes accessoires, pour les actes de commerce. On considère qu'il y a un cumul il y a eu des décisions en ce sens-là, je vais vous citer finalement, qui concernaient une société civile agricole, qui plus est, les associer avec, outrepasser l'objet de la société civile particulière par l'exercice d'une exploitation qui en modifiait le caractère civil. On n'a pas supprimé la société civile, on a considéré qu'il y avait à côté, en quelque sorte, une société commerciale de fait. Alors, je vous signale les conséquences, compétence du tribunal de commerce, risque de devoir s'immatriculer en tant que commerçant, et troisième élément, la perte de la responsabilité spécifique de nos sociétés civiles au profit ou au bénéfice d'une responsabilité solidaire et indéfinie. Dans cette situation, il faut absolument isoler l'activité de production, faire en sorte, en utilisant les moyens qu'on a déjà évoqués, c'est-à-dire, pourquoi pas, réaliser l'activité avec une structure commerciale, comme Manon l'a cité tout à l'heure, ce qui est tout à fait possible, éventuellement créer un droit de superficie avec division cadastrale en volume, pourquoi pas, soit, ou dans le cas d'une société civile de droit commun, signer un bail à construction ou un bail amphithéotique, non plus, tout au moins avec un producteur d'énergie, sachant que ça ne sera plus la société qui produira elle-même l'énergie. Donc, ou tout simplement, pourquoi pas, transformer la société civile en société commerciale. Je ne sais pas quels sont les intérêts, mais c'est une possibilité juridique. Et puis, dernier point, on a les actes de commerce qui deviennent prépondérants. Alors, vous allez me dire, c'est rare quand même. Oui, c'est rare, mais ça peut arriver. Je reprends mon petit exemple. J'ai des craintes quand je vois ces serres, je ne sais pas combien elles font, à mon avis, elles dépassent les 5000 mètres carrés, immenses, et en dessous, à chaque fois que j'y passe, en dessous, je ne vois pas beaucoup d'activité agricole. Alors, à supposer qu'il y en ait un peu d'activité agricole, il n'empêche que vous risquez d'avoir le principe d'actes de commerce prépondérants par rapport à l'activité civile. Et alors, à ce moment-là, vous allez avoir, en l'occurrence, si vous avez une société civile agricole qui, en quelque sorte, est dans cette situation-là, eh bien, d'après différents auteurs comme Causian, Viandier et compagnie, eh bien, on a devant soi
une société commerciale de fait. Vous avez d'autres auteurs qui finalement considèrent on a la dissolution de plein droit de la forme sociétaire pour perte de son objet, ou annulation de la société pour annulation de son objet. Donc, forcément, vous voyez les conséquences que ça va entraîner au niveau de nos associés. De plus, d'autres conséquences, c'est ce que j'appelle en l'occurrence des dommages collatéraux. Alors là, je l'ai trouvé il y a tout récemment. Ça concerne une EARL. Alors, ça ne concerne pas l'activité photovoltaïque, mais vous allez voir. Ce que j'appelle les dommages collatéraux, c'est dire c'était une EARL qui avait un objet ostréicole dont l'activité de prestataire de restauration était devenue prédominante, qui de toute façon ne pouvait pas être considérée comme étant le prolongement de l'activité agricole, eh bien, cette EARL a été condamnée pour travail dissimulé. Cour de cassation criminelle du 29 novembre 2022. J'avoue que ça, bon, je vous le cite tel quel, je ne vais pas plus loin, mais je me dis, effectivement, moi, c'est ce que j'appelle les dommages collatéraux. C'est-à-dire que finalement, ce n'est plus une notion de responsabilité financière, c'est autre chose qui vient se greffer, finalement. Et dernier aspect sur cet aspect-là, parce qu'on en a en matière agricole des activités qui deviennent prédominantes, des activités commerciales qui deviennent prédominantes. Assez intéressant, d'ailleurs, la Cour de cassation, assez récemment, a considéré qu'une SCEA dont l'activité agricole avait régressé au profit d'une activité hôtelière, bon, sans rapport avec l'activité agricole, elle a considéré que la société devait être qualifiée de commerciale et qu'en conséquence, la nullité d'une assemblée générale affectant à l'activité hôtelière un bâtiment devait être prononcée, car la délibération, j'ouvre les parenthèses, était contraire au statut en ce qu'elle portait atteinte au caractère civil de l'objet. Sauf que, coup de chance pour la société, la Cour de casse a annulé la décision de l'Assemblée générale, mais n'a pas prononcé la nullité de la forme sociétaire. C'était le jour de chance de la forme sociétaire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous évoquer sur ces notions d'activité photovoltaïque et de forme sociétaire. Alors en conclusion, si vous voulez, ça va être les mêmes conclusions que Manon finalement. C'est que aujourd'hui, il semble difficile de faire coïncider les deux activités entre l'activité civile et agricole et l'activité photovoltaïque, à moins bien sûr d'une évolution législative. Alors, Manon, elle avait évoqué l'article L311-1 en termes d'évolution qui serait intéressant au niveau législatif. Moi, j'évoque autre aspect, en l'occurrence, pourquoi pas éventuellement essayer de sortir de la dualité qui existe, activité civile, activité commerciale, au profit d'une activité que je pourrais appeler professionnelle. Pourquoi pas? On peut rêver. On peut rêver, sachant que je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'à dès le moment où vous allez avoir une forme sociétaire civile, quelle qu'elle soit, qui va partir et s'engager dans un projet photovoltaïque, il va falloir faire une réflexion approfondie afin de connaître les limites juridiques qu'il y a pour, en l'occurrence, en surmonter les difficultés. Pour moi, parce que moi, je pars du principe que la sécurité juridique vaut tous les projets économiques. Or, il ne faut pas oublier non plus que la société n'est pas une forme figée. La forme sociétaire peut évoluer en fonction de l'évolution du statut des associés ou d'une activité qui soit tant juridique qu'économique, en l'occurrence. Donc, il va nous falloir utiliser toutes les possibilités juridiques en notre possession pour trouver des pistes et des solutions. Et je vais terminer là-dessus en disant, finalement, l'imagination juridique est à rechercher et à trouver. Je vous remercie. Merci Lionel.